toi qui as pris ma houppette? Mais non, tu vois bien que j'ai la mienne. Mais pourtant, on était sur la coiffeuse il y a un instant. Les demoiselles du corps de ballet en scène, s'il vous plaît. Mais alors? Alors, ce ne peut être que lui? C'est le fantôme. Quel malheur! Quel malheur! Quoi, que se passe-t-il? Joseph Buquet! Eh bien? Joseph Buquet, le chef machiniste! Oui. Il est mort! On vient de le trouver pendu dans le 3e sous-sol. Mais le plus terrible, c'est qu'on entendait autour de son cadavre comme un bruit qui ressemblait au chant des morts. Le fantôme de l'opéra a existé. Ce ne fut point, comme on l'a cru longtemps, une inspiration d'artiste, une superstition de directeur, la création falote des cervelles excitées de ces demoiselles du corps de ballet, de leurs mères, des ouvreuses, des employés du vestiaire et de la concierge. Oui, il a existé en chair et en os, bien qu'il se donnât toutes les apparences d'un vrai fantôme, c'est-à-dire du nombre. Le fantôme de l'opéra, film radiophonique de Jean-François Auduroy, d'après le roman de Gaston Leroux. Vous entendrez dans les principaux rôles Daniel Ajoret de la Comédie Française, Alain Cuny, René Farabet, Jean-Roger Cossimon. Réalisation Claude Roland-Manuel. Monsieur le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, si je prends la liberté de vous écrire, c'est à la suite des informations parues dans la presse concernant la double découverte d'un lac souterrain situé sous l'opéra et au bord de ce lac, d'un squelette dont le doigt était orné d'un anneau d'or. J'ai en effet la preuve que ce squelette est celui du fantôme de l'opéra. Mais permettez-moi de me présenter. On m'appelle le Persan. Ce surnom, on me l'a donné pour une raison bien simple. Je suis originaire de Perse et je porte, hiver comme été, par fidélité aux coutumes de mon pays, un bonnet d'Astrakhan. J'étais bien connu jadis des habitués de l'opéra, où j'allais presque tous les soirs, autant par goût de la musique que pour d'autres raisons qui font précisément l'objet de cette lettre. Il ne fut plus question, une certaine année, dans l'illustre maison, que d'un fantôme en habit noir qui s'évanouissait aussitôt qu'on l'avait vu. Tout le monde, bien entendu, prétendait l'avoir rencontré. On lui attribuait 1000 tours, les uns cocasses, d'autres criminels. Mais c'est le 12 mai de cette année-là que tout a véritablement commencé. Soirée exceptionnelle. Messieurs de Bienne et Poligny, les directeurs démissionnaires, donnaient une représentation de gala en l'honneur des nouveaux directeurs, messieurs Richard et Montcharmin. Soirée exceptionnelle aussi car Christine Dahaé, une jeune fille secrète, très secrète, qui chantait à l'opéra depuis 2 ans et à laquelle on ne connaissait jusqu'alors qu'un agréable talent, montra ce soir-là un étonnant génie.
n'a jamais chanté ainsi auparavant. La semaine dernière, sa voix était bien ordinaire. Oh, il y a là quelque chose d'inexplicable. Inexplicable, en effet. Qui était Christine Daae? Elle était née 18 ans auparavant à Uppsala, en Suède. Considérée comme le meilleur ménétrier de Scandinavie et précédée d'une sorte de légende, son père allait avec elle de foire en foire. Bientôt, elle l'accompagna par le chant d'un filet de voix étrange, un peu acide, qui agissait avec sûreté sur l'auditoire. Leur réputation grandit à ce point qu'ils débarquèrent un jour à Paris où, quelques années plus tard, le ménétrier devait mourir. La petite Christine, en adoration devant son père, écoutait passionnément tout ce qu'il lui contait. Oui, Christine. Tous les grands artistes, tous les grands musiciens reçoivent au moins une fois dans leur vie la visite de l'ange de la musique. L'ange de la musique. On ne le voit jamais, mais il se fait entendre aux âmes prédestinées. L'oreille perçoit alors des harmonies célestes, une voix divine, et s'en souvient toujours. Ceux qui ont été visités par l'ange en restent comme enflammés. Ils vibrent d'un frisson que ne connaît point le reste des mortels. Et ils ont alors ce merveilleux privilège de ne plus pouvoir toucher un instrument ou bien ouvrir la bouche pour chanter, sans faire entendre des sons qui font honte par leur beauté à tous les autres sons humains. Les gens qui ne savent pas que l'ange a visité ces personnes disent qu'elles ont du génie. Tu l'as entendu souvent, cet ange, papa? Non, mon enfant, jamais. Mais toi, tu l'entendras un jour. Je le sais. Le soir de cette étonnante représentation, le plus enthousiaste de tous les spectateurs était sans conteste le vicomte Georges de Chagny. C'était un jeune homme de 25 ans, beau, un peu timide, fort amoureux de Christine. Impatient de la féliciter, il traversa rapidement les coulisses, monta 4 à 4 les escaliers et arriva devant la loge de la jeune fille. Il allait frapper lorsque... Christine, il faut m'aimer. Comment pouvez-vous dire cela? Moi qui ne chante que pour vous. Ce soir, je vous ai donné mon âme, et je suis morte. Ton âme est bien belle, mon enfant. Il n'y a point d'empereur qui ait reçu un pareil cadeau. Les anges ont pleuré ce soir. Georges n'entendit plus rien. La porte s'ouvrit. Georges s'était jeté en arrière et Christine, sans le voir, passa devant lui et s'éloigna. Il y a quelqu'un ici. Pourquoi vous cachez-vous? Si vous ne me répondez pas, c'est que vous êtes un lâche. Allons, montrez-vous. Ah, ici, sans doute. Dans ce placard, alors, comme dans les mauvais vaudevilles. Est-ce que je deviens fou? Au même instant avait lieu dans le bureau directorial la cérémonie de transmission des pouvoirs. Messieurs Debienne et Poligny, les anciens directeurs, cédaient leur place à messieurs Moncharmin et Richard. Messieurs, avant de vous passer définitivement nos pouvoirs, je dois vous prévenir que vous allez hériter, en plus du corps de ballet, des chorégraphes, des musiciens, du personnel, d'un... Oui, la chose est assez difficile à dire, et je comprends l'hésitation de mon éminent collègue. En effet, nous vous laissons, dans notre succession, un... Enfin, que nous laissez-vous, messieurs? Eh bien, il faut que vous le sachiez. Il y a un fantôme à l'opéra. Ah. Quoi? Hein? Monsieur Debienne ne plaisante pas, messieurs. Il est vrai qu'un fantôme hante cette maison. On l'appelle d'ailleurs le fantôme de l'opéra. Oh, c'est drôle.
Ainsi, vous nous léguez un fantôme comme vous nous cédez vos fauteuils. Je vous en prie, monsieur. Nous n'avons jamais été plus sérieux. Alors, une question, mon cher, si vous permettez. Pourquoi n'en avoir pas parlé plus tôt? Et nous espérions que ce ne serait pas nécessaire, monsieur Moncharmin. C'est le fantôme lui-même qui nous a prié de vous mettre, pour ainsi dire officiellement, au courant de son existence. Eh bien, voilà qui est fait. Nous en prenons bonne note. En outre, il nous a demandé de vous faire part d'un ordre formel. Car ce fantôme donne des ordres au directeur de l'opéra. Je comprends que cela vous étonne, mais... Et quels sont les ordres de ce monsieur? Eh bien, tout d'abord, il s'attend à ce que vous soyez aussi compréhensif avec lui que nous l'étions nous-mêmes. Eh bien, s'il a des usages, je ne vois pas pourquoi nous lui battrions au froid. Je vous assure que vous avez tort de plaisanter, monsieur Moncharmin. Vous devrez donc lui accorder tout ce qu'il vous demandera. D'ailleurs, voici le cahier des charges de l'opéra. L'article 98 le concerne. Voyez vous-même, monsieur Richard. Mais si le directeur retarde de plus de 15 jours la mensualité qu'il doit au fantôme de l'opéra, mensualité fixée jusqu'à nouvel ordre à 20 000 francs, soit 240 000 francs par an, le fantôme sera en droit de prendre les mesures de rétorsion qu'il jugera nécessaires. Très drôle, et c'est tout? Non. Regardez l'article 63. Voyons voir. La grande avant-scène de droite sera réservée à toutes les représentations pour Monsieur le Président de la République et Madame. La deuxième loge, numéro 27, sera réservée chaque jour à l'usage de messieurs les préfets de la Seine et de police. La première loge, numéro 5, sera mise pour toutes les représentations à la disposition du fantôme de l'opéra. Qu'est-ce que c'est que ça? Je précise que la mensualité du fantôme doit lui être remise le premier dimanche du mois, dans cette loge. Nous donnons l'enveloppe contenant les billets à Madame Giry, une ouvreuse en qui nous avons toute confiance. Elle a pour habitude de la déposer sur un fauteuil avant le début du spectacle. Et, à la fin de la représentation, l'enveloppe a disparu, sans que personne soit entré dans la loge. Et ainsi, vous ne l'avez jamais vu, votre fantôme? Jamais. Alors, il faut louer cette loge. La louer? Eh bien, messieurs, essayez si vous en avez le courage. Vous vous êtes sans doute demandé, Christine, pourquoi je ne suis pas allé vous féliciter hier soir, après ce triomphe. Mais oui, Georges. Je vous ai attendu, et ne vous voyant pas venir... Eh bien, si. Je suis allé jusqu'à votre loge. Mais, au moment où j'allais frapper, j'ai entendu quelqu'un qui vous parlait. Vous étiez là? Oui. Vous avez écouté derrière la porte? J'ai tout entendu. Je sais que ce n'est pas très élégant. Qui était-ce? Christine, expliquez-vous. Puisque vous m'y obligez, je vais vous confier quelque chose de grave, de très grave. Je vous écoute. Je vous ai déjà parlé de l'ange de la musique? Oui, cet ange que votre père évoquait si souvent. Oui. Eh bien, Georges, je l'ai entendu. J'ai reçu la visite de l'ange de la musique. C'est lui qui a fait de la chanteuse bien ordinaire que j'étais, celle que vous avez entendue hier soir. Je vous crois volontiers. On ne chante point comme vous avez chanté, à moins d'un miracle. C'était bien l'ange de la musique qui vous visitait. Il vient dans ma loge. Dans votre loge? C'est lui que vous avez entendu. J'ai entendu l'ange de la musique? Oui, hier soir, c'est lui qui parlait quand vous écoutiez. Et c'est à cet ange que vous avez déclaré « Je ne chante que pour vous ». Oh, je chantais aussi pour vous, Georges. Oh, merci, Christine. Et même si je pouvais vous expliquer, vous ne comprendriez pas. J'ai déjà fort bien compris. Oh, je vous jure que vous faites erreur. Mais pourtant, cet homme existe. Parlez, Christine, je vous en prie. Oh, je ne peux rien dire. Ne me questionnez pas. Vous m'avez dit que vous vouliez me confier quelque chose de grave. Non, ne me harcelez pas, je vous en supplie. Christine. Non, puisque je vous en supplie. Moncharmin, le fantôme nous a écrit. Il n'est pas content. Quel fantôme? Celui dont nous ont parlé nos honorables prédécesseurs, le fantôme de l'opéra. Vous aviez déjà oublié? Ah oui, j'avais oublié, je l'avoue. J'avais oublié, oui. Eh bien, la plaisanterie continue. Et écoutez plutôt. Messieurs les directeurs, bien que je vous sache fort occupé par vos nouvelles fonctions... En effet. Oui. Je tiens cependant à vous faire savoir combien j'ai été désagréablement surpris en constatant que ma mensualité d'avril ne m'a pas encore été remise. Si vous voulez que nous vivions en bonne intelligence, ce que j'ai a priori toute raison d'espérer, effectuez donc ce versement sans plus attendre.
Sous le bénéfice de cette petite observation, veuillez me considérer, messieurs les directeurs, comme votre très obéissant serviteur, etc. Signé le fantôme de l'opéra. Si ce sont nos prédécesseurs qui s'amusent à ce petit jeu, moi je trouve qu'ils dépassent les limites permises. Alors, convoquons l'ouvreuse qui s'occupe de cette loge. Elle doit bien avoir quelques lumières sur la question, puisque c'est elle qui remettait sa mensualité au fantôme. En dehors d'elle, je ne vois pas à qui nous pourrions nous adresser sans nous couvrir de ridicule, Monsieur Richard. Comment vous appelez-vous, madame? Madame Giry, monsieur le directeur. Nous sommes 2 directeurs, Madame Giry. Madame Giry, je crois savoir que c'est vous qui vous occupez de la loge numéro 5. Oui, monsieur le directeur. Nous avons appris avec surprise que cette loge n'était jamais louée. Bien sûr qu'elle n'est jamais louée, puisque c'est sa loge. La loge de qui, madame? La loge du fantôme, monsieur le directeur. Madame Giry, vous êtes en présence de vos 2 nouveaux directeurs. Vous devriez prendre garde. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, messieurs? La loge numéro 5, c'est la loge du fantôme. Vous nous parlez d'un fantôme, Madame Giry? Mais l'avez-vous vu? Vu, jamais, mais je l'ai entendu. Et je lui ai parlé bien souvent. Quand il vient à l'opéra, il arrive d'ordinaire vers le milieu du premier acte. Et il frappe 3 petits coups secs à la porte de la loge. La première fois que j'ai entendu ces 3 coups-là, alors que je savais qu'il n'y avait personne, vous pensez si j'étais intriguée? Je me mets à votre place. Mais continuez, je vous en prie. J'entends donc ces coups, j'ouvre la porte, je regarde. Personne. Et puis voilà qu'une voix me dit: Madame Giry, vous seriez bien aimable de m'apporter des bonbons. Une voix d'homme, très agréable et très douce. J'ai poussé un cri. Mais la voix a repris: ne vous effrayez pas, Madame Giry, c'est moi le fantôme de l'opéra. Un instant, Madame Giry. Les loges 3 et 7, c'est-à-dire celles qui sont situées immédiatement à la gauche et à la droite de la 5, étaient-elles occupées? Ah non, monsieur le directeur, elles étaient vides. Qu'avez-vous fait? Je lui ai apporté ses bonbons. Quand je suis revenue à la fin du spectacle, la boîte était vide. Et il y avait une pièce de 100 sous posée sur le fauteuil. Quelqu'un avait pu entrer pendant le spectacle? Oh non, monsieur le directeur, car pour en avoir le cœur net, je suis restée tout le temps de la représentation devant la porte. Personne n'est entré. Et les autres fois, que s'est-il passé? Rien de particulier, monsieur le directeur. Ah si! Une fois, il a oublié ses jumelles. Je les lui ai rapportées à la représentation suivante. Et elles avaient disparu à la fin du spectacle. Cette fois-là, il m'a laissé 10 francs. D'ailleurs, il n'oublie jamais mon petit pourboire. Et bien entendu, vous avez mis nos prédécesseurs au courant de ces incidents. Mais tout de suite, monsieur le directeur. D'abord, ils n'ont pas voulu me croire. Je les comprends. Oui, mais ces messieurs ont vite changé d'avis quand la chose s'est renouvelée. Et ils ont alors décidé de laisser tous les soirs cette loge à la disposition du fantôme. Peu de temps après, il leur a réclamé sa mensualité. Je serais bien curieux de savoir comment il s'y est pris. Le plus simplement du monde, monsieur le directeur, en déposant une lettre sur son fauteuil. C'est par cette même voie que cette mensualité lui était remise, n'est-ce pas? Oui, monsieur le directeur. Et à ce propos, je me permettrai de vous faire respectueusement observer que nous sommes déjà le 7 avril et que la mensualité n'a pas été versée. Elle ne le sera pas. Nous n'avons pas l'intention de nous prêter davantage à cette petite comédie. Nous allons même passer à l'offensive. On joue Faust demain soir, on joue Faust. Bon, Eh bien, nous assisterons tous les deux à la représentation dans la loge numéro 5. La loge de votre fantôme, Madame Giry. C'est Maria Carlotta, une admirable voix, qui chantait le rôle de Marguerite ce samedi soir-là. Christine, charmante en travesti, tenait le rôle de Siebel avec une grâce mélancolique et séduisante. De ma place, je pouvais voir Georges qui ne la quittait pas des yeux. Pour lui, sans aucun doute, Christine était la victime d'un charlatan. Il se refusait à croire qu'elle ait pu s'éprendre d'un quelconque ténor. Ce qui attira principalement mon attention, ce fut la présence insolite, dans la fameuse loge numéro 5, celle du fantôme, des nouveaux directeurs de l'opéra. Vous avez remarqué
on regarde de notre côté. Bien sûr. C'est parce que nous occupons la loge numéro 5. On doit trouver que nous ne manquons pas d'audace. Et nous avons quand même le droit de nous installer où bon nous sommes. Cet excellent fantôme ne s'est pas encore manifesté. Vous avez entendu la voix, vous? Non. J'ai beau tendre l'oreille, je n'entends que celle de nos artistes. Enfin, ne soyons pas trop impatients. Ce fantôme n'arrive d'ordinaire qu'en cours de représentation. Pourvu qu'il n'effraie pas trop ma concierge. Votre concierge? Oui, ma concierge. Oui, c'est cette grosse dame en noir, là. Celle qui s'évente avec son programme. Elle était jamais venue à l'opéra. Alors j'ai pensé que Faust était un beau début pour son initiation à l'art lyrique. Elle a l'air ravie. Regardez-la. Puis ça me dispensera de lui donner des étrennes le 1er janvier. Richard. Qu'y a-t-il? J'ai senti quelque chose, comme un souffle sur ma nuque. Mais nous sommes seuls, voyons. Il n'y a personne derrière vous. Vous n'entendez pas? Quoi? On dirait le bruit d'une respiration. Mais non. Mais si, écoutez donc. Ma foi. N'est-ce pas? Oui. Oui. Oui, il me semble aussi. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un près de nous. Nous sommes 3 dans cette loge, Richard. Le fantôme? Je ne sais pas, mais j'avoue que je n'ai plus envie d'en rire. C'est un courant d'air. Nous nous sommes laissés sottement impressionnés. Nous ferions mieux d'écouter la Carlotta. Écoutez-la, mon charmin. Elle est admirable. Oh mon Dieu! J'ai cru voir sortir un crapaud de sa bouche. La Carlotta? Elle qui a au moins 2 octaves dans la voix. Messieurs les directeurs, je vous avais pourtant prévenu, mais vous avez cru bon de passer outre. Vous occupez ma loge, et j'attends toujours ma mensualité. Qu'est-ce que c'est? Qui a parlé? Où êtes-vous? Je suis le fantôme de l'opéra. Messieurs les directeurs, votre fantôme. Mais peu importe où je suis, levez plutôt la tête. Et regardez donc le grand lustre! Cette soirée fut bien mauvaise pour tout le monde. La pauvre concierge de M. Moncharmin fut tuée sur le coup par la chute du lustre. La Carlotta tomba malade de honte et de désespoir. La représentation dut être interrompue et le public remboursé. Quant à Christine, elle disparut aussitôt après la représentation. Georges la chercha partout, courut chez elle, s'adressa en vain à l'administration. Une nuit, il crut l'apercevoir au bois dans une calèche. Un homme à côté d'elle, le visage perdu dans le sombre. Sur le moment, il avait été sûr de la reconnaître. Des événements de plus en plus singuliers survinrent à l'opéra. Après 15 jours d'attente, de peur, de tristesse et de colère, Georges reçut un mot de Christine. Soyez demain au bal masqué de l'opéra. À minuit, tenez-vous debout auprès de la porte qui conduit vers la rotonde. Ne parlez de ce rendez-vous à personne. Mettez-vous en domino blanc, bien masqué. Sur ma vie, qu'on ne vous reconnaisse pas. J'assistais moi aussi à ce bal masqué. Parmi tous les déguisements se distinguait un personnage dont l'aspect macabre faisait sensation. Il était vêtu tout d'écarlate avec un chapeau à plumes sur une tête de mort
et traînait derrière lui un immense manteau de velours rouge sur lequel on avait brodé en lettres d'or une phrase que chacun lisait. Ne me touchez pas, je suis la mort rouge qui passe. Mais quelqu'un voulut le toucher. Une main de squelette sortie d'une manche de pourpre saisit brutalement le poignet de l'imprudent. L'orchestre se tut. Chacun se figea sur place. Alors, la mort rouge, après un dernier regard sur l'assemblée, disparut dans un envol d'étoffe écarlate. Après un début de panique, on se remit à danser avec plus d'entrain, comme si l'on était délivré d'une obscure menace. À minuit, un domino noir s'approcha de Georges. C'est vous, Christine? Oui, c'est moi. Venez. Mais suivez toutes mes instructions à la lettre. C'est une question de vie ou de mort. Cachez-vous. Plaquez-vous le long du mur, vite. Il ne faut plus que je vous revoie. Jamais. Oh mon Dieu, que j'ai eu peur. Entrons dans cette pièce. Parlons à voix basse. Il pourrait nous entendre. Comment? Vous disparaissez pendant 15 jours, sans me prévenir, sans me donner la moindre explication. Et quand je vous retrouve, vous commencez par me parler de lui? Vous vous inquiétez de ce qu'il pourrait penser? Plus bas. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'il se passe des choses? N'ai-je plus votre confiance? Oh, nous nous reverrons peut-être, Georges, mais il faut me croire. Il faut m'écouter. Mais enfin, je ne demande qu'à entendre. Nous nous reverrons peut-être. Que voulez-vous dire par là? J'avais songé à vous dire, mon ami. Notre amour est trop triste sur la terre. Promenons-le dans le ciel. Je vous aurais entraîné plus haut que les nuages. Je vous aurais donné le vertige en courant sur les ponts du cintre, parmi des milliers de cordages, de poulies, de treuils, de tambours, au milieu d'une forêt aérienne de vergues et de mâts. À travers 17 étages, je vous aurais fait visiter mon domaine, peuplé des lieux les plus féeriques et d'une armée de sujets. Les habitants de ce pays, savez-vous, font tous les métiers. Il y a des savetiers, il y a des orfèvres. Tous ont appris à m'aimer. J'aurais frappé à la porte des chaumières inconnues, habitées par de vieux ménages, et je leur aurais présenté mon prince charmant, et nous aurions écouté les légendes de l'opéra. Car ces vieillards habitent là depuis des années innombrables, oubliés des administrations. Puis, je vous aurais quitté pour toujours en touchant terre. Ce rêve était un rêve. Mais loin peut-être, nous pourrons vivre. Qui sait? Je n'ose le croire. Calmez-vous. Je vous emmène loin, loin, tout de suite. Le plus haut possible, sur les toits. Tout ce qui est sous terre lui appartient. Là où il n'osera pas, le pauvre. Allons-y. Mais Christine, avez-vous perdu complètement la raison? Ou bien... Là où vous dis-je, vous ne me reverrez plus. C'est bon, je ne veux pas vous contrarier. Mais vous me direz tout. S'il m'en reste le loisir. Plus haut. Encore plus haut. Il avait peine à la suivre. Ils furent bientôt sous les toits, dans le labyrinthe de charpentes. Ils glissaient entre les arcs-boutants, les chevrons, les jambes de force, les pans, les versants et les rampants. Ils couraient de poutre en poutre, comme dans une forêt. Ils eussent couru d'arbre en arbre, au tronc formidable. Et bien qu'elle prît la précaution de regarder à chaque instant derrière elle ne vit point une ombre qui la suivait comme son ombre, qui s'arrêtait devant elle
qui repartait quand elle repartait, et qui ne faisait pas plus de bruit que n'en doit faire une ombre. Georges, lui, ne s'aperçut de rien. L'ombre me l'a révélé depuis lors. Ainsi, ils arrivèrent au toit. L'ombre glissait sur eux légère et familière comme une hirondelle. Leur regard, entre les trois dômes et le fronton triangulaire, parcourut l'espace désert. Christine respira avec force, au-dessus de Paris dont on découvrait toute la vallée en travail. Elle regarda Georges avec confiance. Elle l'appela tout près d'elle, et côte à côte ils marchèrent tout là-haut, sur les rues de Zinc, dans les avenues en fonte. Ils mirèrent leurs formes jumelles dans les vastes réservoirs pleins d'une eau immobile, où, dans la bonne saison, les gamins de la danse, une vingtaine de petits garçons, plongent et apprennent à nager. L'ombre derrière eux, toujours fidèle à leurs pas, avait surgi, s'aplatissant sur les toits, s'allongeant avec des mouvements d'ailes noires au carrefour des ruelles de fer, tournant autour des bassins, contournant, silencieuses, les dômes. Et les malheureux enfants ne se doutèrent point de sa présence quand ils s'assirent, enfin, confiants, sous la haute protection d'Apollon, qui dressait de son geste de bronze sa prodigieuse lyre au cœur d'un ciel en feu. Ah, Georges, c'est une longue, une incroyable histoire. Il y a 6 mois, je m'étais attardée un soir dans ma loge. D'abord, j'ai cru que cette voix merveilleuse que j'entendais pour la première fois et qui interprétait le désespoir final d'Othello venait d'une loge voisine. Je sortis, la cherchai partout, mais je ne vis personne. Quand je revins chez moi, je la retrouvai. Elle était toujours là, elle chantait. Puis, elle se mit enfin à parler. Vous m'entendez, Christine? Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Ne commencez pas à me poser des questions. Sachez que je n'y répondrai pas. Dites-moi seulement si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Et bientôt, un véritable dialogue s'établit entre nous. Mais je ne le voyais toujours pas. Un subterfuge. Peut-être. Mais un subterfuge auquel je me suis laissé prendre. Car ce que j'appelais la voix me demanda bientôt... Aimeriez-vous que je vous donne des leçons de chant, Christine? Des leçons de chant? Mais alors, c'était un chanteur qui avait trouvé ce moyen de vous séduire. Mais comment aurais-je pu refuser? Cette voix était si belle. Aussi j'acceptais. Les leçons avaient lieu le matin de bonne heure dans ma loge, quand l'opéra est désert. Une musique qui était derrière le mur et dont la justesse était admirable nous accompagnait. Vous savez que ma voix avait peu de caractère. Mais au bout de quelques semaines, je ne me reconnaissais plus quand je chantais. J'en étais épouvantée, car il y avait dans toute cette histoire un aspect surnaturel qui me faisait peur. C'est à moi qu'il fallait vous confier. La voix m'avait fait jurer de garder tout cela secret. Sinon, elle m'abandonnerait. Et pourtant, je vous ai entendu chanter à ce moment-là. Permettez-moi de vous le dire, votre voix était toujours la même, agréable. Mais je sais, car hors de la loge, il était convenu que je continuerais de chanter avec ma voix de tous les jours. Il faut encore attendre, Christine. Bientôt vous étonnerez Paris. Mais enfin, puisque vous étiez devenue aussi intime, la voix et vous, vous avez bien dû la questionner. Lui demander enfin qui elle était, qu'elle vous explique cet invraisemblable phénomène. Bien sûr, mais chaque fois que j'ai voulu l'interroger, elle m'a répondu. Il y a quelqu'un ici qui souffre. Peut-être blessé. Vous avez entendu? Je ne pourrais pas vous dire. Même quand il n'est pas là, mes oreilles sont pleines de ses soupirs. Oh, ce grand oiseau, mon Dieu. Que vous a dit la voix?
que je continue de vous tenir compagnie, ne me posez pas ces sortes de questions, car je ne peux pas y répondre. Acceptez-moi tel que je suis. C'est ce que je fis. J'étais déjà sous l'effet d'un charme, et je m'y livrai totalement. Les leçons se passaient dans une sorte de délire. Jamais la beauté de la voix ne m'avait autant possédée. Et un jour, elle me dit... Le moment est venu, Christine. Tu vas enfin pouvoir chanter comme je te l'ai appris. Comme cet oiseau est bizarre. C'était le fameux soir où vous avez obtenu ce grand triomphe. Oui. Et ce soir-là, je chantais. Je chantais sans être consciente de ce que je faisais. J'étais habitée par la voix. Et c'est aussi ce soir-là que je l'ai entendu vous dire « Il faut m'aimer, Christine ». Oui. Et le lendemain, lorsque je la retrouvai, elle me fit une scène atroce. Elle vous avait vu, Georges. Il vous aime. Et vous l'aimez, j'en suis sûr. Vous m'avez trompé. Vous allez le quitter, vous m'entendez? Vous allez le quitter. Vous allez le quitter. J'aurais dû, devant ces paroles, me douter que cette voix était plus humaine que je ne l'avais cru. Mais je ne me possédais plus. Mais enfin, vous avez tout de même fini par apprendre la vérité. Vous avez réussi à sortir de cet absurde cauchemar. Apprendre la vérité? Sortir de ce cauchemar? Mais je ne suis entrée dans ce cauchemar, Georges, que du jour où j'ai précisément appris la vérité. C'est arrivé le soir où nous donnions Faust, le soir où le grand lustre s'est écrasé dans la salle. La voix m'avait annoncé qu'elle assisterait à la représentation. J'avais très peur pour elle, comme si elle eût été une personne ordinaire, réellement vivante et capable de mourir. Peut-être avait-elle été tuée ou blessée par la chute du lustre. Revenue dans ma loge, je la suppliai en pleurant, si elle était encore vivante, de se manifester à moi. Elle ne me répondit pas. Puis, soudain, j'entendis une musique d'orgue. Viens et crois en moi. Ceux qui croient en moi revivront. Marche. Ceux qui ont cru en moi ne sauraient mourir. J'étais devant mon miroir et soudain je me suis retrouvée dans un corridor obscur. J'avais peur et j'ai crié de toutes mes forces. Tout était noir autour de moi. La voix et la musique s'étaient tues. Et voilà soudain qu'une main se pose sur la mienne. Ou plutôt, quelque chose d'osseux et de glacé qui m'emprisonne le poignet. Un bras m'entoura la taille et je me sentis soulevée. Je me débattais comme une folle. Mes doigts glissaient le long des murailles humides. Je croyais que j'allais mourir d'épouvante. Et puis, il y eut une lueur, et je vis alors que j'étais entre les mains d'un homme enveloppé d'un grand manteau noir. Il portait un masque qui lui recouvrait complètement la figure. Je tentai un dernier effort pour m'échapper. Une main me ferma la bouche, et je m'évanouis. Quand je rouvris les yeux, nous étions toujours, l'homme et moi, dans une demi-obscurité. Une lanterne posée à terre éclairait le jaillissement d'une fontaine. Mon compagnon me rafraîchissait les tempes avec un soin, une attention, une délicatesse qui me parurent plus horribles à supporter que la brutalité de son enlèvement de tout à l'heure. Bientôt nous repartîmes. Je voulus le repousser, mais je n'avais plus de force. L'homme en noir avait dû me faire absorber un calmant pendant mon évanouissement. Et ce voyage dura longtemps? Je ne sais pas. J'avais seulement le sentiment que nous tournions sans cesse, que nous descendions suivant une inflexible spirale jusqu'au cœur même des abîmes de la terre. Enfin, je sentis un air humide me pénétrer. Où vous trouviez-vous? Nous étions au bord d'un lac, dont les eaux de plomb se perdaient au loin dans le noir. Un lac? Sous l'opéra? Oui, un lac. Les âmes des morts ne devaient pas ressentir plus d'inquiétude en abordant le Styx, car on n'était certainement pas plus lugubre ni plus muet que l'homme qui me transportait. Il me jeta dans une barque et s'empara des rames. Nous glissions dans une lueur bleuâtre.
nous abordâmes sur un autre quai. L'homme me reprit dans ses bras, et tout à coup ce fut la lumière, une lumière éclatante. Je me trouvais au milieu d'un salon, paré, orné, meublé de fleurs magnifiques. L'homme au masque se tenait debout devant moi, les bras croisés, et il parla. Rassurez-vous, Christine, vous ne courez aucun danger. Vous êtes la voix? Retirez ce masque. Non, Christine. Sachez que vous ne courez aucun danger tant que je porte ce masque. Asseyez-vous donc sur ce divan et reposez-vous. Oui, Christine, je suis la voix, mais je ne suis ni un ange, ni un génie, ni un fantôme. Je suis un homme, je suis Éric, et je vous aime. C'est par amour que je suis allé si souvent vous visiter dans votre loge, par amour que je vous ai enlevé, par amour que je veux vous garder ici, chez moi, sous terre. Si vous m'aimez vraiment, prouvez-le-moi en me rendant tout de suite la liberté dont vous m'avez privé. Non. D'ailleurs, vous ne voudrez plus repartir lorsque vous m'aurez entendu encore une fois. Je vais vous promener dans la douleur, la joie, le martyre, le désespoir, l'allégresse, la mort, et dans les triomphantes hyménies. Non, je ne vais plus vous entendre. Laissez-moi m'en aller. Ma chère Christine, vous devriez avoir confiance. Avoir confiance? Alors que vous n'avez même pas le courage de vous montrer à moi tel que vous êtes, puisque vous n'êtes qu'un homme. Vous ne verrez jamais le visage d'Éric. Jamais. Je me plais trop dans votre compagnie pour m'en priver si rapidement. Mais je vous promets de ne vous parler de mon amour qu'autant que vous me le permettrez. Nous consacrerons le reste du temps à la musique. C'est une épreuve à laquelle je vous soumets. Elle durera 5 jours, très exactement 5 jours. Et après, je serai libre? Oui, car vous aurez appris à ne plus me craindre. Alors, je le sais, vous reviendrez de vous-même voir de temps en temps le pauvre Éric. S'il était vrai que vous m'aimiez, pourquoi n'avez-vous pas trouvé d'autre moyen de me le faire savoir que de m'enlever et de me conduire ici? M'auriez-vous suivi autrement? Non, mais m'enlever pour me conduire dans un tombeau? Un tombeau? Parce que les murs de ma demeure sont tendus de noir? Parce que sous ce dais de brocart rouge se trouve un cercueil ouvert? C'est là que je dors. Il faut s'habituer à l'idée de l'éternité. Non, cette pièce n'est pas un tombeau. D'ailleurs, on n'a jamais vu d'orgue dans un tombeau. Vous avez un orgue ici, sous terre? Vous voyez, j'y travaille à mon Don Juan triomphant. Je compose parfois 15 jours et 15 nuits de suite. Et puis je me repose des années. Voilà 20 ans que j'ai commencé cette œuvre. Quand elle sera finie, je mourrai. Pourriez-vous me jouer un passage de ce Don Juan, Éric? Ah non, jamais. Ne me demandez jamais cela. C'est une musique si terrible qu'elle pourrait bien consumer ceux à qui il arriverait de l'entendre. Jouons et chantons plutôt l'opéra. Othello, par exemple. Vous êtes une si belle Desdémone. Et le masque noir que je porte ne vous fait-il pas songer au visage du mort de Venise? Je suis Othello lui-même. C'est vrai, il était Othello. Mais je ne faisais aucun mouvement pour éviter sa fureur. Au contraire, je me rapprochais de lui, fascinée, trouvant des charmes à la mort au centre d'une telle passion.
Avant de mourir, je voulus connaître les traits que devait transfigurer cette inspiration sublime. Je voulus connaître le visage de la voix. Et d'un geste, je lui arrachai son masque. Horreur! Vous avez voulu voir Christine. Christine. Eh bien, regardez cette chose qui est mon visage. Vos yeux en seront à jamais hantés. C'est une tête de mort. C'est le masque de la mort. Mais vivant. C'est ma tête, Christine. J'ai une tête de mort. Je suis un monstre. C'est vous, je vous en supplie. Non. Car tu as voulu voir. Alors que mon père, lui, ne m'a jamais vu, et que ma mère, pour ne plus me voir, m'a fait cadeau en pleurant, elle aussi, de mon premier masque. Tu comprends pourquoi elle pleurait, n'est-ce pas? Oui, je suis un monstre, Christine. Sans doute l'un des hommes les plus abominablement laids que la terre ait jamais portés. Et pourtant, le ciel a donné du génie à cet homme, à cet objet d'horreur, à cet être immonde. Écoute. Car maintenant, je n'ai plus aucun secret pour toi. C'est mon don jouant triomphant. Je l'ai écrit avec du sang. Non, je vous en supplie, ne me regardez plus. Si, au contraire. Montrez-moi votre visage sans terreur. Maintenant que j'ai entendu votre musique, je sais que vous êtes le plus douloureux et le plus sublime des hommes. À peine lui avais-je dit cela, Georges, qu'il tombait à genoux en me disant qu'il ne pourrait plus vivre sans moi. Il embrassa le bas de ma robe. Mais il ne vit pas que je fermais les yeux. Et pendant 15 jours, vous êtes resté avec lui? Oui. Et j'ai continué de mentir en lui faisant croire qu'il ne m'inspirait plus aucune répulsion. C'est à ce prix-là que j'ai pu recouvrer ma liberté. Après 15 longs jours d'horreur et de pitié, vint le moment où il me crut quand je lui dis « Laissez-moi partir. Je vous jure que je reviendrai. » Bien entendu, il me demanda si je vous reverrais. Et que lui avez-vous répondu? J'ai menti une nouvelle fois, en lui jurant que je ne vous reverrais que pour vous dire adieu. Oh, ne m'en veuillez pas, Georges. Sans cela, il ne m'aurait pas laissé partir. Mais il m'attend, au bord du lac, après la représentation de demain soir. En appuyant sur un bouton dont il m'indiquait l'emplacement, le miroir pivote et découvre le couloir que nous avons emprunté. Mais je n'irai pas. Je voudrais vous poser une question. Si Eric n'était pas un monstre, s'il était beau, êtes-vous bien sûr que vous m'aimeriez encore? Tel qu'il est, il me fait horreur et peur. Vous le haïssez? Non. Alors vous l'aimez. Vous l'aimez certainement. Votre peur, vos terreurs, c'est aussi de l'amour. Je l'ai en horreur et il me fait peur, je vous le répète. Mais sans l'aimer, je ne le hais pas. Comment le haïr d'ailleurs? Il est tellement pitoyable, si vous saviez. Vous ne voudrez pas partir demain soir? Peut-être. Mais il faudra que vous m'entraîniez malgré moi. Quoi que je dise, quoi que je fasse, vous m'entraînerez. Je serai à minuit dans votre loge. Une voiture nous attendra devant l'opéra. Nous fuirons. Et vous l'oublierez.
Ce soir-là, j'étais à l'opéra, moi aussi. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que j'allais bientôt avoir à mon tour l'occasion d'entrer en scène. Georges était dans sa loge et ne quittait pas un instant Christine des yeux. Il savait que s'il ne la sauvait pas ce soir-là des mains d'Éric, elle était perdue définitivement pour lui, car elle n'aurait jamais la force de s'arracher à l'emprise du monstre. Tout était prêt, et dehors, une berline aux rideaux tirés, attelée de 2 vigoureux chevaux, attendait. Christine chantait de toute son âme. Soudain, je pus alors constater, comme tous les spectateurs qui remplissaient la salle, comme Georges qui s'était levé dans sa loge, comme ses camarades, après que toutes les lumières se fussent un instant éteintes, que Christine avait disparu. S'était littéralement volatilisée sur scène. Elle est tombée dans une trappe. Non, elle a été enlevée dans les frises. Où est-elle? Mais c'est le fantôme qui a fait le coup. Mesdames, messieurs, qui êtes-vous? On m'appelle le Persan, monsieur de Chagny. Je suis un habitué de l'opéra. Qu'est-ce que vous faites ici, dans la loge de Christine? Je vous attendais. Vous m'attendiez? J'étais sûr que vous viendriez. C'est Éric qui a enlevé votre fiancé. Vous savez? Je sais beaucoup de choses. Vous connaissez Éric? Si je le connais, je peux vous aider, monsieur de Chagny. Vous hésitez. Vous vous demandez si vous pouvez avoir confiance. Je vous en donne ma parole. Alors, une seule question. Pouvez-vous quelque chose pour Christine? Je le crois. C'est pourquoi je suis ici. Je vais vous conduire auprès d'elle et auprès de lui. Dans ce cas, ne perdons pas un instant. Nous ferons le plus vite possible et nous devrions réussir, à moins qu'il ne soit déjà au courant de nos intentions et qu'il ait pris ses précautions. Vous le croyez donc près de nous? Tout est possible s'il n'est pas dans son repère. Il peut être dans ce mur, dans ce plancher, dans ce plafond. Que sais-je? L'œil dans cette serrure, l'oreille dans cette cloison. Nous devons être perpétuellement sur nos gardes. D'ailleurs, voici une paire de pistolets. Ce sont des armes sûres. Celui-ci est pour vous, monsieur de Chagny. Nous serons 2 contre 1, mais soyez prêts à tout. Je ne vous cacherai pas que notre adversaire est terriblement dangereux. Mais vous aimez Christine, n'est-ce pas? Si je l'aime. Mais vous qui ne l'aimez pas, m'expliquerez-vous pourquoi vous êtes prêt à risquer votre vie pour elle? C'est sans doute que vous haïssez Éric. Si je le haïssais, il y a longtemps qu'il ne ferait plus de mal. Oh, c'est extraordinaire. Je retrouve chez vous cette pitié vis-à-vis d'Éric qui me désespérait chez Christine. En le voyant, si vous le voyiez jamais, vous comprendrez qu'il puisse à la fois faire horreur et pitié. Que cherchez-vous le long du mur? Le bouton qui va nous ouvrir le passage. Ah, nous allons sortir par le miroir, comme Christine. Saviez donc? Oui, je connais le mécanisme. Le miroir est monté sur un pivot. En appuyant sur le bouton que je cherche, on libère le contrepoids qui déclenche le système. Le miroir tourne alors instantanément sur lui-même. Il est donc le maître de ces murs? Oui, il commande aux murs, aux portes, aux trappes. C'est d'ailleurs à travers une trappe secrète située sur la scène qu'il a enlevé tout à l'heure votre fiancé. Chez nous, en Perse, on appelait Éric d'un nom qui signifie l'amateur de trappe. Il en a installé partout, à l'opéra. C'est ainsi qu'il manifeste sa présence où il le veut et quand il le veut. C'est ainsi, par exemple, qu'il vient chercher sa mensualité, car la direction lui verse une mensualité dans sa loge, la loge numéro 5. Ah, je sens le bouton sous mon doigt. Le miroir tourne.
Attention, monsieur le Chény, armez votre pistolet et tenez-vous prêt à tirer. Comme le miroir est mince. Je comprends maintenant. Il chantait comme s'il était près de Christine. Avançons. Qu'il fait noir. Pas pour longtemps. J'allume ma lanterne. Maintenant, faites exactement ce que je vous dirai. Pour commencer, gardez votre arme à la hauteur de l'œil, prête à tirer. Conservez cette position quoi qu'il arrive. Mais cela fatigue la main inutilement. C'est une question de vie ou de mort. Quant au pistolet, après tout, vous pouvez le mettre dans votre poche. Le principal est que vous gardiez avec le bras la position du tir. Et maintenant, marchons. Où allons-nous? Dans les sous-sols. À travers un dédale de charpente, de treuil, de cordage et de fil. C'est une longue marche. Nous allons descendre, descendre, et encore descendre. Où sommes-nous maintenant? Dans le 4e sous-sol. En garde, monsieur le Chény. Imaginez que vous allez vous battre en duel et que vous attendez le commandement de feu. Je veux bien vous obéir. Mais vous avouerez qu'il est plutôt étrange de garder nos pistolets dans nos poches alors que nos mains restent en l'air comme si nous allions tirer. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Plus tard. Maintenant que nous sommes arrivés dans le dernier sous-sol, nous allons chercher le lac, je suppose. Oh non, nous n'entrerons certainement pas dans la demeure du lac par le lac. Pourquoi cela? Parce que c'est là qu'il a accumulé toutes ses défenses. Il faut trouver une autre issue. Elle existe, je le sais. À un certain endroit, une pierre bascule et démasque l'entrée de la demeure. Une fois, je l'ai vu la faire fonctionner, seulement il faisait sombre et j'étais loin. Il s'est approché de ce mur, s'y est appuyé et il a disparu. Vous ne savez pas où se trouve cet endroit? Tout ce que je sais, c'est que nous le trouverons le long de cette paroi. Il va falloir la tâter à hauteur d'homme, centimètre par centimètre, comme je l'ai fait dans la loge. Mais ce sera moins facile et plus long. Elle a au moins 10 mètres. Que voulez-vous? Cherchons. C'est pour Christine. Il est capable de tout, n'est-ce pas? De tout. Depuis que je l'ai retrouvé à l'opéra, je vis dans une perpétuelle terreur de ses horribles fantaisies. Bien qu'il m'ait annoncé fort solennellement qu'il avait changé et qu'il était devenu le plus vertueux des hommes depuis qu'il était aimé. C'est ce qu'il est venu me dire chez moi l'autre nuit, car il ne sort en ville que la nuit pour renouveler ses provisions. Il me donne de l'argent et je lui achète ce qu'il désire. Je ne pouvais pas le laisser mourir de faim. Je ne comprends pas que, sachant ce dont il est capable, vous n'ayez rien fait pour l'empêcher de nuire, et que vous l'ayez même aidé. Je sais, c'est une lourde responsabilité que j'ai prise le jour où j'ai décidé de le laisser vivre. De laisser vivre un monstre qui est aujourd'hui un terrible danger. Attendez, il me semble que cette pierre... Non, ce n'est rien, ce n'est pas encore là. Moi-même, je me fais difficilement à cette pensée que nous allons entrer en lutte avec un homme qui n'est visible que lorsqu'il le veut bien. Un homme dont la science, la subtilité, l'imagination et l'adresse lui permettent de se jouer de tout. Et cela dans les sous-sols de l'opéra, au pays même de la fantasmagorie. Ma grande peur, c'est qu'il nous approche en préparant le lacet du Pendjab. Qu'est-ce que c'est encore que cela? À Mazanderan,
On l'appelait le prince des étrangleurs. Il se faisait enfermer avec un condamné à mort, armé d'une pique et d'un sabre. Eric, lui, n'avait que son lacet de cuir, le lacet de Pendjab. Et c'est toujours au moment où l'on croyait que l'autre allait l'abattre qu'on entendait siffler le lacet qui étranglait net son adversaire. Vous comprenez pourquoi je vous ai recommandé de tenir votre main à hauteur de l'œil? Ainsi, il lui est impossible de lancer utilement le lacet, puisque, en même temps que le coup, il prendrait le bras ou la main. Et aussitôt, on pourrait s'en débarrasser. Chut, pas si fort. Je l'espère. Car de lui, on peut s'attendre à tout. Il a des inventions étonnantes. Que n'a-t-il pu fabriquer ici, à l'Opéra? Il en a eu tout le temps, puisqu'il a été l'un des entrepreneurs de Garnier, l'architecte de l'Opéra, et qu'il a continué à travailler tout seul, quand les travaux ont été arrêtés pendant le siège de Paris et la Commune. Mais enfin, me direz-vous qui il est? Que je le sache une bonne fois. Oui, j'aurais sans doute dû commencer par là, mais il fallait d'abord que vous sachiez exactement quel danger il représente pour nous. Le jour où Eric est né près de Rouen, c'est un monstre, un véritable monstre à la tête de mort, qui est venu au monde. Sa laideur était un objet d'épouvante et de honte pour ses parents, et très jeune, il s'est enfui de chez lui. Il s'est alors exhibé dans les foires où on le présentait comme le mort-vivant, et il y faisait son éducation de prestidigitateur, d'acrobate, de magicien et surtout de chanteur. C'est à Nijni Novgorod qu'il est apparu dans toute sa gloire. On disait déjà à cette époque qu'il chantait comme personne au monde n'a jamais chanté. Si j'en juge par ce qu'il a appris à Christine. Peu de temps après, Eric, lassé de sa monstrueuse existence, souhaita devenir quelqu'un comme tout le monde. C'est ainsi qu'il arriva à Paris, où il devint entrepreneur. Et il y eut des gens assez fous pour lui confier des travaux? Oui, car au début, il construisait des maisons normales, jusqu'au jour où il fut chargé des fondations de l'opéra. Quand il se vit dans les dessous d'un aussi vaste théâtre, il rêva de se créer une demeure souterraine où il se cacherait à jamais des regards des hommes. C'est ainsi que je le revis un soir qu'il errait dans un couloir. Oh, nous n'avons peut-être pas cherché en vain. Tenez, mettez votre main ici. Il me semble que la pierre bouge. Mais oui, vous avez raison, c'est là. Je ne m'étais pas trompé. Pourvu que le mécanisme fonctionne. Appuyons. Ah, elle bouge. Elle bascule. Oh. Mon Dieu, quel bruit! Et c'est maintenant que tout va commencer. Sortez votre pistolet et soyez prêts à tirer. Je passe le premier. Je vais me suspendre par les mains et me laisser tomber à l'intérieur, car c'est le vide dessous. Vous me suivrez. On dirait l'entrée d'un puits. C'est noir et on n'entend rien. Passez-moi la lanterne. Voilà. Merci. Attention, je saute. À votre tour. Eh bien, nous y sommes. La pierre se referme au-dessus de nous. Nous sommes pris au piège. Regardez. Un lacet de cuir. C'est le lacet du Pendjab. Il est à plusieurs usages et je devine pourquoi il l'a laissé ici. Mais c'est étrange. La lueur de votre lanterne se reflète de tous côtés sur les murs. Quand vous serez accoutumé à la pénombre, vous verrez que ces murs sont des glaces. Nous sommes tombés dans la chambre des supplices. La chambre des supplices? Oui, la même que celle qu'il avait construite à Mazelderan. C'est une pièce de forme hexagonale dont chaque côté est entièrement garni de glace, du haut en bas. Il suffit, grâce à des tambours invisibles, de faire apparaître un motif décoratif sur l'un des côtés, une colonne par exemple, pour créer aussitôt l'illusion d'un palais aux 1000 colonnes. Par l'effet des jeux de glace, la salle réelle s'augmente de 6 salles nouvelles, dont chacune se multiplie à l'infini. Si Eric savait que nous sommes là, les supplices auraient déjà commencé. Sans doute. À moins qu'il ne commence automatiquement. Ah, du bruit à côté. Tout
C'est à prendre ou à laisser, Christine. La messe de mariage ou la messe des morts. Vous ne savez que pleurer. C'est bon, je vous laisse. Et je retourne travailler. Quelques améliorations à apporter à ma messe des morts, car la messe de mariage est prête. Mais je reviendrai bientôt. Il est parti. Je vais appeler Christine. Christine! Christine! C'est moi, Georges! Georges, vous êtes là? Ça n'est pas possible. C'est vous? C'est bien vous? Oui, je suis là, avec le persan. Nous sommes dans la chambre des supplices. La chambre des supplices? Mais sauvez-vous! C'est impossible, la trappe s'est refermée. Si Eric vous découvre, il vous tuera tous les deux. Il est devenu fou. Il m'a juré qu'il était prêt à tuer tout le monde et à se tuer lui-même si je n'acceptais pas de devenir sa femme. Il m'a donné jusqu'à 11h pour me décider. Et vous êtes dans la chambre des supplices. Il m'a montré la clé qui ouvre cette chambre. Elle est près de l'orgue, dans un sac de cuir. Mais je ne peux pas bouger, il m'a attachée. Mais pourquoi? Vous ne pouvez pas vous sauver de chez lui, il le sait bien. Quand je me suis retrouvée ici, j'étais tellement désespérée que j'ai voulu me tuer en me jetant contre le mur. C'est pour cela qu'il m'a attachée. Mais il peut vous détacher d'ici là. Il faut jouer la comédie. N'oubliez pas qu'il vous aime. Hélas, comment pourrais-je l'oublier? Mais suppliez-le, dites-lui que vos liens vous blessent. Taisez-vous, le voilà. Tu as encore pleuré pendant mon absence, Christine. Mes liens me font mal. Desserrez-les. Vous savez bien que je ne peux pas m'échapper. Je sais, mais tu voudras encore mourir. Non, puisque vous m'avez donné jusqu'à ce soir, 11h. Tourne-toi, je vais te délivrer. Tu es contente? Merci, Eric. Mon Dieu. Tes poignets. Je t'ai fait mal. Pardon, Christine. Mais celui qui peut te faire mal peut aussi t'enchanter. T'enchanter, n'est-ce pas? Pourquoi prends-tu ce sac? Tu croyais peut-être que je ne te voyais pas. Vous devriez pourtant vous méfier, vous, les femmes curieuses, depuis l'histoire de Barbe Bleue. Rends-moi ce sac. Rends-moi cette clé. Ne me force pas à être brutal. Non! Vous faites mal! Pourquoi avez-vous crié, malheureux? Oh, je n'en peux plus. Tu as entendu ce cri? Non? Je n'ai rien entendu. Il est inutile d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passe dans la chambre des supplices. Il suffit de monter sur cette échelle et de regarder à travers la fenêtre invisible. La fenêtre sans teint, si tu préfères. On voit de ce côté, mais on ne peut pas voir de l'autre. Quel supplice! Vous voulez m'effrayer? Montez à l'échelle et vous verrez. Vous me direz qui a eu l'étrange idée de venir se promener dans la chambre des supplices. Je ne vois personne. Peut-être mentez-vous. Mais non! Il n'y a personne. Vous en êtes bien sûr? Sûr? Vous voyez tout de même le paysage. Oui. C'est étrange. On dirait une forêt. Drôle de maison, n'est-ce pas, où l'on peut voir une forêt? Il y a des arbres. Des milliers d'arbres. Et quelle lumière! Elle embrase la forêt. Sais-tu comment je viens de faire pousser cette forêt, Christine? Comment le saurais-je? C'est bien simple pourtant, en allumant l'électricité. L'intérieur de la chambre des supplices est tapissé de glace. Au milieu, il y a un arbre en fer, un arbre équatorial. Ainsi, les glaces se renvoient toutes l'image de cet arbre, si bien qu'on dirait des milliers d'arbres, une véritable forêt d'Afrique. Il va faire très chaud.
Allons, redescends maintenant que tu as vu ma forêt. N'est-ce pas que j'ai de l'imagination, Christine? Pourtant j'en ai assez, vois-tu, d'avoir une forêt chez moi et une chambre des supplices, et d'être logé comme un charlatan au fond d'une boîte à double fond. Je veux avoir un appartement normal et une honnête femme dans mon appartement. Une femme que je promènerai le dimanche et que je ferai rire toute la semaine. J'ai plus d'un tour dans mon sac, sans compter les tours de cartes. Veux-tu que je te fasse des tours de cartes? Ça nous fera toujours passer le temps en attendant ce soir 11 heures. Tu préfères peut-être que je te fasse le ventriloque pour t'amuser? Je suis le premier ventriloque du monde. Tu ne me crois pas? Écoute. Tu vois mes lèvres. Elles ne remuent pas. Ma bouche est fermée. Et cependant, tu entends ma voix. Tu veux l'entendre de près, de loin, de près, de loin, de près, de loin. C'est ainsi que la Carlotta a poussé son fameux... C'est ma voix qui était dans sa gorge. Et ces pauvres directeurs, ils n'ont pas encore compris. Ils étaient dans la loge numéro 5. Ma loge. Et ils ont entendu une voix qui leur disait... Regardez le lit! C'était toujours ma voix. Ma voix qui monte et descend à travers les colonnes creuses de l'opéra. Ma voix qui peut aller partout. Et maintenant, où est-elle? Ma voix dans la chambre des supplices. Et que dit-elle, ma voix? Malheur à ceux qui viennent se promener dans la chambre des supplices. Taisez-vous, Eric, je vous en supplie. Tu as raison, je ventriloque trop. Je te fatigue sûrement. Et puis il commence à faire une chaleur ici. C'est vrai. Le mur est brûlant. La chaleur devient proprement insupportable. C'est que j'ai installé dans la chambre des supplices un système de chauffage. Une vraie forêt équatoriale embrasée par le soleil de midi. Allons, viens, Christine. Non, laissez-moi. Viens, te dire. Non. Il ne faut pas déranger les suppliciés. L'illumination de la forêt d'Afrique. Ce que je craignais. J'ai vu souvent ce spectacle à Mazenderan. J'étouffe! Ne criez pas, Georges. Mais peu importe. Il sait bien que nous sommes là, perdus, sans boussole, sans guide, dans cette forêt impénétrable, dont les branches ne nous donnent même pas d'eau. Ah, mais si! Il y a un passage, là, entre ces arbres! Non, c'est la glace. Toujours la glace. Ah, je ne peux pas le croire! Ah, vous aviez raison, c'est la glace. Ah, je le tuerai! Vous entendez, je le tuerai sans remords! Calmez-vous, je vous en supplie. Nous sommes dans une pièce tapissée de glace qui se renvoie toute l'image de cet arbre de fer. Voilà ce qu'il faut vous répéter sans cesse si vous ne voulez pas devenir fou. Regardez, Georges. Le jour baisse. Cela vient très vite, comme tombe la nuit dans les pays équatoriaux. Subitement, avec à peine le crépuscule. J'ai entendu dire que les forêts de l'Équateur sont toujours dangereuses. Surtout lorsqu'on n'a pas de quoi allumer un feu pour éloigner les bêtes féroces. Mais nous avons des allumettes. Et en cassant quelques-unes de ces branches... Oh, je deviens fou. Cette chaleur me fait perdre la tête. Elle n'est pas partie avec le jour, hélas. Il fait encore plus chaud sous la lueur de la lune. Oh, vous avez entendu? Un lion! Je tire! Vous n'avez réussi qu'à casser la glace. Eric sait imiter à merveille les cris des animaux. Mais alors, pour entendre aussi bien ce lion, c'est qu'Eric est près de nous, derrière la glace. Si nous lui parlions... Vous avez raison. Eric, écoute.
C'est moi, le persan. J'ai des propositions à te faire. Eric, réponds, je t'en supplie. Eric, n'oublie pas que je t'ai sauvé la vie autrefois. Et maintenant, tu nous laisses mourir. Eric! Vous perdez votre temps, il ne nous répondra pas. Oh, écoutez plutôt. Une source! De l'eau! C'est un nouveau mirage, Georges. Et pourtant, on jurerait bien. Regardez. Quoi? Là, ce bouton, dans la rainure du parquet. Peut-être ouvre-t-il une porte. Attention. J'appuie. Non, ce n'est pas une porte, mais une trappe qui s'est ouverte. On dirait une cave. Descendons, il y a des marches. Oui, mais soyons prudents. Quelle fraîcheur. La terre est saturée d'eau au niveau où nous nous trouvons. Le lac souterrain doit être tout près. Regardez, des tonneaux. Il y en a au moins 100. Nous allons boire. Oh oui, il y a de quoi boire. Je vais faire sauter la bonde de celui-ci. Mais ce n'est pas de l'eau. C'est de la poudre. Il y en a suffisamment pour faire sauter tout le quartier de l'Opéra. Je comprends maintenant ce qu'il a voulu dire à Christine. Oui ou non. Si c'est non, tout le monde est mort et enterré. Et le dernier délai expire à 11 heures. L'Opéra sautera en pleine représentation. Quel plus beau cortège peut-il rêver pour disparaître? Quelle heure est-il, Georges? 11h moins 10. Alors tout va peut-être sauter dans quelques instants. Remontons vite. Oui. Christine. Christine. Tu ne peux pas faire cela, Eric. Je t'ai sauvé la vie, souviens-toi. Jamais il ne nous répondra. Préparons-nous plutôt à mourir. Georges, vous êtes encore vivant? C'est Christine. Oui, Christine. Nous sommes là. Eric est avec vous? Non, il m'a laissé seul pour me donner le temps de réfléchir. Quelle heure est-il maintenant, Georges? 11h moins 7. Il est 11h moins 7, Christine. Le moment est venu. Il m'a supplié de lui dire oui, mais j'ai refusé. Alors il m'a dit, tu as 5 minutes pour te décider, pour décider de la vie et de la mort. Je te donne cette clé qui ouvre les 2 coffrets d'ébène qui sont sur la cheminée. Dans l'un, il y a un scorpion en bronze, et dans l'autre, une sauterelle en fer. Si tu tournes le scorpion sur son pivot, cela signifiera oui. Si tu tournes la sauterelle, ce sera non. Mais attention, ça ne fait pas que tourner la sauterelle. Ça saute aussi. Ça saute très bien. La sauterelle doit commander un courant électrique. La cave est pleine de poudre, Christine. Tournez le scorpion, Christine. C'est moi qui vous le dis. Tournez-le tout de suite. Sans cela, nous allons tous sauter. Je l'entends. Le voilà. Eric, c'est moi, le persan. Tiens, vous n'êtes donc pas mort là-dedans? Eh bien, tâchez de vous tenir tranquille. Eric, au nom de ta vie que j'ai sauvée, je te supplie. Pas un mot, persan, où je fais tout sauter. Et l'honneur doit en revenir à Christine. Tenez, ma chère âme, j'ouvre les coffrets d'ébène. Regardez ces 2 jolies petites bêtes. Elles sont bien imitées, n'est-ce pas? Et comme elles paraissent inoffensives. Il y a des centaines de personnes là-haut, applaudissant le grand verdict.
Vous allez penser à elle, Christine, et tourner le scorpion. Je vous donne 15 secondes, et si vous ne tournez pas le scorpion, c'est moi qui tourne la sauterelle. Les 15 secondes sont écoulées, Christine. Adieu. Saute, sauterelle. Non, Eric, non! Je tourne le scorpion. J'ai tourné le scorpion, Georges. Nous n'avons pas sauté, mais l'eau envahit la chambre des supplices. C'est l'eau du lac souterrain. Elle coule à une vitesse folle. Oh, nous allons nous noyer. C'est fini. Oh oui, cette fois, c'est fini. Eh bien, ça va mieux, mon bon persan? Tu te demandes où tu es, n'est-ce pas? Tu es chez moi. Tu es toujours chez Eric. Mais alors je ne suis pas noyé. Il paraît que non. Et Georges et Christine, où sont-ils? Ils vont très bien, rassure-toi. Tu les as tués, ils sont morts. Je te jure bien que non. Je vais tout te raconter. Tu te souviens que l'eau montait? Qu'elle montait encore? Si je me souviens, je commençais à étouffer. Le niveau de l'eau atteignait presque le plafond. Pendant ce temps-là, j'étais avec Christine. Elle avait tourné le scorpion, elle m'avait dit oui, elle était ma femme. Mais elle pleurait. Elle pleurait. Ce n'est pas ainsi que j'avais imaginé mes noces. J'aurais tant voulu qu'elle fût heureuse. Je le lui ai dit, elle m'a promis que je pourrais faire d'elle ce que je voudrais si je vous sauvais. Quelques secondes plus tard, les eaux retournaient au lac. Le petit jeune homme, lui, s'en était tiré à peu près bien. Mais toi, j'ai cru que tu y resterais. Ça fait des heures que je te veille, mon bon persan. Après avoir voulu me noyer. Mais qu'as-tu fait de Christine? Elle m'avait promis que je ferais d'elle ce que je voudrais, n'est-ce pas? J'ai enlevé mon masque et je suis allé la retrouver. Alors, écoute bien. Elle m'a tendu son front et je l'ai embrassée. Moi, c'est la première fois que j'embrassais une femme. Et elle ne tremblait pas. Et elle n'a pas cherché à s'enfuir. Elle a pris ma main et elle m'a dit... Pauvre Eric. Elle avait pitié, elle était sincère, je te le jure. Je lui ai demandé de me rendre l'anneau d'or que je lui avais donné, tu vois. Je l'ai glissé à mon doigt. J'ai délivré Georges et ils sont partis, après m'avoir fait jurer que tu pourrais toi aussi t'en aller librement. Écoute, Eric. Ma décision est prise. Je vais mourir. J'irai au bord du lac souterrain. Je me coucherai près de la petite fontaine, là où je l'ai tenue pour la première fois entre mes bras. Et j'attendrai sans crainte la mort, ce néant dont je n'aurais jamais dû sortir. Eric. J'ai fini. Si j'ai encore quelque chose à dire, c'est à la musique que je le confierai. Adieu, mon bon persan, et pour toujours. Tel est, monsieur le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, l'histoire du fantôme de l'opéra. Si j'ai gardé le silence jusqu'ici, c'est que j'ignorais si Eric était toujours vivant. Mais le squelette qu'on vient de retrouver sous l'opéra est évidemment le sien, puisqu'il portait un anneau d'or au doigt et qu'il a été découvert au bord de ce lac souterrain où il m'a dit qu'il viendrait mourir comme un chien. Je pense qu'il est du plus grand intérêt d'envoyer une commission des Beaux-Arts visiter la demeure du lac,
ne fût-ce que pour retrouver le manuscrit du Don Juan triomphant. Daignez agréer, monsieur le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, l'assurance de mon profond respect. Cette lettre resta sans réponse, et le persan mourut 3 mois plus tard, un soir où l'on jouait Othello à l'opéra. Vous avez entendu Le Fantôme de l'Opéra, film radiophonique de Jean-François Auduroy, d'après le roman de Gaston Leroux, avec Daniel Ajoret de la Comédie Française, Christine Dahaé, Alain Cuny, Éric, René Farabet, Georges de Chagny, Jean-Roger Cossimon, Le Persan, Christian Lude et Hubert Deschamps, Richard et Montcharmin, les nouveaux directeurs, Frédéric, Madame Giry, avec le concours de R.J. Chauffard, Raymond Pellissier, Raymond Jourdan et de Micheline Bonnat, Dominique Chahir, Pierre Decazes, René Renaud. Bruitage Robert Maufra, collaboration technique Bernard Galli, prise de son Madeleine Sola, assistant Pierre Casaré, réalisation de Claude Roland-Manuel. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 octobre 1964. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.